Bienvenue au lundi du rare numéro 6. Donc le lundi du rare, c'est le webinaire du groupe rare Recherche en anesthésie réanimation rennaise. Donc c'est un webinaire qui vous permet d'actualiser vos connaissances en ARMPO tous les lundis, une fois par mois. Nous accueillons aujourd'hui Aurélie Gouel, donc qui est médecin anesthésiste réanimateur à l'AP-HP, à l'hôpital Bichat. Elle va nous parler aujourd'hui, et on la remercie pour ça, d'être venue un lendemain de garde de surcroît, pour nous parler de l'anticipation et de la stratégie de gestion du risque allergique au bloc opératoire. Donc, je lui transmets la parole tout de suite. À toi, Aurélie. Merci Ludovic. Merci beaucoup de m'avoir invité de ce sujet aujourd'hui. Je n'ai pas conflit d'intérêt en relation avec votre présentation. J'ai pris le parti de beaucoup vous parler d'épidémiologie pour vous parler finalement de stratégie et de gestion en pratique clinique, et en me concentrant principalement sur les curares pour commencer, les antibiotiques à suite, sachant que malgré tout, il ne faut pas oublier certaines autres classes de médicaments, et je préfère le dire tout de suite, comme notamment les produits de contraste, qui sont un vrai sujet et qui nécessitent, en tant qu'anesthésiste, de bien vérifier qu'on a des protocoles mis au point avec les radiologues, parce que c'est pas toujours le cas. Or l'incidence a tendance à augmenter des allergies aux produits de contraste. Donc c'était le premier message que je voulais soulever, d'autant que je n'en reparlerai pas après. Donc de quoi on parle? En fait, on parle d'une réaction d'hypersensibilité au bloc opératoire plutôt que d'allergie, parce qu'en général, quand on parle d'allergie, on sous-tend un mécanisme derrière. Nous, ce qui nous intéresse en tant qu'anesthésiste, c'est finalement la réaction qui arrive au bloc opératoire, et c'est les signes cliniques. C'est une réaction qui est globalement assez rare, mais qui est potentiellement sévère avec des patients qui vont jusqu'à un choc de grade 4 avec un arrêt cardiaque. Là, comme vous voyez, le phénotype, donc ce que nous, anesthésistes, on va observer au bloc opératoire, n'est pas du tout en lien avec les mécanismes sous-jacents. Donc vous avez plusieurs types de symptômes, plusieurs types de mécanismes qui sont impliqués. Vous avez ceux qui sont allergiques, qui sont médiés soit par les IgE, soit par les IgG. Et vous savez tous que la voie IgE, c'est celle qu'on va explorer au bloc opératoire et en consultation d'allergologie 6 à 8 semaines après la réaction. La voie IgG a été mise en évidence dans plusieurs études cliniques, mais on est absolument, à l'heure actuelle, incapable déjà de la rechercher en pratique clinique, et en plus de savoir quel est exactement son rôle et son implication dans les mécanismes qu'on voit. Et il y a toutes les branches des réactions non allergiques qui sont actuellement pas identifiées, pas explorées, dont on ne sait pas bien quelle est leur part par rapport au choc IgE, puisqu'en fait, comme on ne peut pas les explorer, elles sont identifiées in vitro, mais finalement, on n'a jamais vraiment prouvé in vivo que ça marchait. Et c'est des mécanismes qui ne vont probablement pas resurvenir lorsque vous allez réintroduire le médicament. Ce qui fait que nous, anesthésistes, on va avoir un problème, c'est que vous allez avoir une réaction clinique qui va arriver au bloc opératoire. Dans un cas, la voie IgE, vous allez pouvoir avoir une vraie conclusion après la consultation d'allergologie. Mais dans tous les autres cas, en fait, l'allergologue va conclure qu'il ne peut pas conclure à quel est le médicament qui est impliqué et le mécanisme impliqué. Et donc, vous allez faire face à une incertitude et à une gestion compliquée, en fait, de votre prochaine stratégie anesthésique. L'épidémiologie, comme je vous disais, est à peu près homogène, quels que soient les mécanismes impliqués, pour dire qu'il y a en gros une réaction pour 10 000 procédures anesthésiques, et ça, c'est dans le monde, et pour une fois, les différents pays sont à peu près d'accord entre eux. En ce qui concerne les médicaments impliqués, deuxième message, c'est que c'est très important de vous intéresser à la France et pas aux autres pays. Parce que nos procédures anesthésiques sont pas toujours les mêmes, notamment en ce qui concerne les antibiotiques. Nos stratégies de curarisation sont pas les mêmes. Et donc, pour avoir une gestion de stratégie du risque qui est appliquée à votre pratique clinique, il faut en fait vous intéresser à l'épidémiologie française. En France, donc ça, c'est les données de l'enquête 2011-2012 du PERAP. L'étude 2017-2018, qui est la dernière qui a été faite, n'a pas encore été publiée, hormis sur un abstract. Mais globalement, on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur, à savoir que les curares sont à 60% impliqués dans les réactions médiées par les IgE, et les antibiotiques ont tendance à augmenter, mais restent en deuxième position. Quand on regarde les données de pharmacovigilance sur les implications des différents curares utilisés en pratique clinique en France, on voit que ce qui est très intéressant, c'est que l'incidence n'augmente pas
pour le cisatracurium et l'atracurium, alors que l'incidence est croissante pour le succinétonium et le rocuronium. Et ça, c'est vraiment très intéressant, et on a soit mécanisme IgE, non IgE. On voit que c'est vraiment important, parce que finalement, quand vous allez devoir choisir quel curare vous allez utiliser pour votre patient, et ben, quand vous voyez ces données, vous n'avez plutôt pas envie d'utiliser autre chose que l'atracurium ou du cisatracurium. Et lorsqu'on regarde ces études pour voir quels sont les curares qui sont les plus impliqués, si vous regardez stricto sensus, vous avez effectivement l'impression que c'est le succinétonium qui est le plus impliqué, dans ces études qui sont finalement assez anciennes, parce qu'ils datent de 2010, à une époque où le rocuronium était moins utilisé qu'actuellement, en tout cas en début de commercialisation. Alors qu'en fait, lorsque vous rapportez le nombre de réactions par rapport au nombre d'administrations, en fait, si vous mettez en gros à 1 le risque à l'atracurium, vous avez un risque fois 11 de rocuronium et succinétonium de réaction d'hypersensibilité au bloc opératoire, un risque qui est équivalent entre les deux molécules. C'est un des autres messages qui est très important dans la gestion du risque, c'est que si vous devez choisir un curare de moyenne durée d'action, ne choisissez pas le rocuronium si vous n'avez pas besoin de faire une induction en séquence rapide. Le risque de réaction est multiplié par 11. Et donc, il faut privilégier l'atracurium dans votre stratification. La question qui est complexe avec les réactions curares, c'est celle des réactions croisées. Donc, il y a cette étude qui date finalement d'il y a déjà 30 ans, ou 40 ans même maintenant, qui dit que les réactions croisées entre les curares sont liées au groupement ammonium quaternaire que les différentes molécules comportent. Vous voyez qu'elles en ont toutes deux, enfin, sauf la morphine. Mais la raison pour laquelle je vous ai mis la morphine, c'est que c'est la morphine qui est utilisée pour mesurer les IgE anti, notamment rocuronium, dont les immunoglobulines anti-ammonium quaternaire. Et donc, c'est ces groupements ammonium quaternaire qui sont responsables des réactions croisées. Et vous voyez que la folcodine, dont on a entendu parler récemment, et je vais y revenir, a elle aussi un groupement ammonium quaternaire. Toujours dans ces études de pharmacologie, vous voyez que lorsqu'on s'intéresse à l'incidence des réactions croisées chez des patients qui font des réactions d'hypersensibilité de type IgE au curare, vous avez 50%, en gros la moitié des patients qui ont une monosensibilisation, et vous en avez 44% qui ont des réactions croisées. Alors pourquoi est-ce que finalement certains ont des monosensibilisations, d'autres des réactions croisées? C'est lié au fait qu'on ne sait pas comment les patients s'immunisent contre les curares, que la plupart des patients n'ont jamais reçu de curare dans leur vie avant, qu'il y a certaines études qui suggèrent que ce soit via des exposants comme la folcodine. Et comme c'est pas exactement la même molécule, finalement, c'est pas comme des allergies aux antibiotiques où vous allez être monosensibilisé, en tout cas contre vraiment une molécule. Là, vous avez des réactions croisées puisque ce que vous allez reconnaître, c'est le groupement ammonium quaternaire qui est commun à d'autres substances. Et donc, ce qui est compliqué, c'est quand vous allez faire face à une réaction d'hypersensibilité à un curare, si vous devez réinjecter le curare, parce que, par exemple, vous n'avez pas le temps d'attendre la consultation à l'allergologie, il ne faut surtout pas réinjecter un curare de la même classe à cause de ces problèmes de réaction croisée intraclasse qui sont très importants. Et c'est pour ça qu'on a fait cet arbre décisionnel avec l'équipe de Strasbourg sur le choix du curare lorsque vous êtes obligé de refaire un curare et que vous n'avez pas eu le temps de faire la consultation d'allergologie. Donc, en gros, l'idée, c'est de se dire, si vous pouvez faire déjà, si vous pouvez attendre la consultation d'allergologie, c'est mieux. Mais parfois, pour des procédures, par exemple, de carcinologie, vous n'avez pas le temps. Soit, vous pouvez éviter le curare. Dans ce cas-là, vous évitez le curare. Soit, vous pouvez faire de la loco-régionale. Pareil, vous faites. Et si jamais vous n'avez vraiment pas le choix, globalement, la question va de savoir si vous avez besoin d'une induction en séquence rapide. Si vous avez besoin d'une induction en séquence rapide, vous allez être très embêté parce qu'il y a un vrai problème de l'induction entre le succinétonium et le rocuronium. Et là, il faut faire appel à votre expert sur le sujet. Si vous n'avez pas besoin d'induction en séquence rapide, en fait, la stratégie va plutôt être de privilégier le cisatracurium, qui est celui qui est le moins inducteur de réaction d'hypersensibilité dans toutes les données de pharmacologie. Ça reste des stratégies qui sont très compliquées à décider. Mais c'est plutôt ce qu'on aurait tendance à recommander. L'autre question que je voulais aborder, c'est celle du Sugamadex, qui est une question qui est assez fréquente. Alors, je m'entends, j'ai un écho, je ne sais pas pourquoi, mais bon, je vais essayer de continuer en faisant abstraction. Aurélie, je te coupe, il y a quelqu'un qui a un micro ouvert, est-ce que vous pouvez tous fermer vos micros, s'il vous plaît, sauf Aurélie?
Ah, ça m'a l'air beaucoup mieux. Merci Hélène. Ah bah non, ça va pas mieux. Bon, je peux essayer de continuer. Il y a quelqu'un que je n'identifie pas qui a un micro ouvert. Je crois que c'est... Ah non, c'est bon. J'ai l'impression que c'est fini. Bon, j'ai l'impression que ça s'est réglé. L'autre question était celle de l'allergie au Sucamadex. Et quelque chose. Finalement, nous, il y en a, enfin, dans les données françaises, il n'y en a pas. Dans les données 2011-2012, et je crois qu'il n'y en a pas dans celles de 2017-2018 à ma connaissance. Et vous voyez que dans les différents pays qui rapportent fréquemment, qui ont des grosses bases de données, finalement, l'allergie au Sucamadex est extrêmement rare. Mais en tout cas, n'a pas l'air d'être une vraie préoccupation sur le plan épidémiologique. Donc le problème est celui de la folcodine. Donc la folcodine, vous êtes tous au courant que ça a été retiré du marché suite aux résultats de l'étude ALPHO qui n'a pas encore été publiée, qui montre en gros qu'il y a probablement un risque surajouté de réaction d'hypersensibilité au curare chez des patients qui ont été exposés à la folcodine. Donc le vrai problème, c'est que les recommandations nous demandent maintenant de demander aux patients ce qu'on doit faire. Est-ce qu'ils ont pris de la folcodine? Je ne peux pas vous dire que faire d'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous leur donnez pas des anticorps parce que ça vous aidera pas dans votre stratégie. Mais actuellement, le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de stratégie. Une fois qu'on sait qu'on a un patient qui a pris de la folcodine, on est un peu dans le flou. Les autres classes de médicaments dont je voulais parler, c'était celle de l'allergie aux antibiotiques. Donc, les antibiotiques, c'est la deuxième catégorie médicamenteuse la plus impliquée en France dans les réactions périopératoires, avec une incidence qui était de 18% sur 2011-2012, 25% sur la cohorte récente, avec comme donnée importante récemment une augmentation des incidences d'allergies vraies à la céfazoline, qui sont dissociées en fait des allergies à la pénicilline, puisque comme je vous le dirai après, il n'y a pas de réaction croisée. On sait pas, c'est un peu un nouveau mystère en allergologie, puisque c'est une donnée qui est rapportée dans d'autres pays, sans qu'on sache vraiment très bien pourquoi les patients font des allergies et comment ils se sensibilisent à la céfazoline. Donc le problème de l'allergie à la pénicilline, c'est qu'en gros 10% des patients disent qu'ils sont allergiques à la pénicilline, alors qu'en fait que parmi ces 10%, il n'y en a que 5% qui le sont vraiment, et que parmi ces 5% qui le sont vraiment, vous ne savez pas du tout quels sont ceux qui vont avoir des allergies croisées aux céphalosporines. Et ça, c'est un vrai problème parce que dans tout notre arsenal d'antibioprophylaxie au bloc opératoire, globalement, on recommande des C1G et des C2G. Alors que vous voyez, quand on regarde juste sur des bases chimiques, les concordances entre les molécules, globalement, vous avez a priori pas de réaction croisée, en tout cas sur des plans morphologiques, entre des C3G et des pénicillines. Et si vous regardez, a priori, vous n'avez pas de réaction croisée avec la céfazoline et il peut y avoir un doute avec la céfoxytine. Donc, la question, c'est qu'est-ce que vous allez faire si vous avez un patient qui est déclaré allergique à la pénicilline? Et j'aime bien cette image parce que ça dépend un peu de notre tolérance au risque. Les allergologues, ils sont très averses au risque, alors que nous, finalement, c'est notre pratique quotidienne. Et vous avez donc cette gros consensus d'experts en anesthésie, en allergologie qui se sont réunis en 2019 pour produire cette stratégie en disant que finalement, chez des patients qui ont présenté qui rapportent une allergie à la pénicilline, mais qui ont juste eu des troubles gastro-intestinaux, qui ont fait une famille, c'est une histoire familiale, ou alors qui ont eu des réactions il y a plus de 10 ans, qui ont déjà repris de la pénicilline depuis. Chez ces gens-là, on pourrait faire en fait un challenge direct en leur proposant de la céfazoline. Donc je sais qu'il y a plusieurs équipes qui le font. Le problème de ça, c'est qu'on n'a pas d'études cliniques. Il y a un vrai rationnel scientifique, mais on n'a pas d'études cliniques qui montrent que c'est faisable et qu'il n'y a pas d'effet indésirable à le faire. On a une étude qui va commencer sur la question en 2023, qui j'espère va nous aider à répondre à cette question et à soutenir le fait que le rationnel scientifique, en tout cas sur des bases chimiques, soutient en fait la possibilité de faire de la céfazoline chez ces patients. Je voulais prendre quand même 5 minutes dans cette présentation pour parler d'exploration allergologique, parce que finalement, pour discuter stratégie, ça ne sert à rien si on n'a pas les explorations allergologiques faites en bonne et due forme. Actuellement, comme je disais au début, les explorations allergologiques, elles se basent sur les explorations de la voie IgE, donc par les médiateurs solubles, les IgE spécifiques,
qui sont ceux qui sont disponibles et les plus courants en France. Il y a la folcodine, il y a les ammoniums quaternaires en utilisant la morphine, la cellocurine, le latex, l'amoxicilline. Et globalement, c'est un peu ceux qu'on a principalement pour le bloc opératoire. Et vous allez avoir des tests qui vont être faits secondairement, donc les tests cutanés qui sont faits à la consultation d'allergologie à 6-8 semaines, et les tests d'activation des basophiles qui sont des tests plutôt spécifiques lorsque les consultations allergologiques standards en fait ne permettent pas de répondre à la question. Ce qui est important, c'est le timing des réactions. Parce que si on ne fait pas le bilan allergologique dans les bons délais, on ne pourra pas avoir des bonnes conclusions. Alors, et j'insiste parce que si en fait l'anaphylaxie, si on n'y pense pas, on ne va pas faire le bilan. Et après on expose le patient à des risques. Et c'est vraiment important de comprendre pourquoi on fait le bilan à 30 minutes. Parce que c'est l'histamine qu'on va chercher à évaluer dans les 30 minutes après la réaction, qui a une demi-vie qui est extrêmement courte. Et c'est elle qui va être responsable des signes cliniques. La tryptase ne va être que finalement le marqueur de l'activation des mastocytes. Et l'histamine, qui est d'ailleurs dosée à peu près qu'en France maintenant, enfin, c'est notre particularité française, doit être dosée dans les 30 minutes. Et c'est un des autres messages, c'est qu'il faut s'astreindre à faire le prélèvement vraiment le plus rapidement possible dès qu'on y pense. Et donc, dans les explorations allergologiques, vous allez d'abord avoir ces médiateurs et ces IgE qui vont être choc. Ensuite, vous allez avoir la consultation post-choc. Et dans un second temps, vous allez avoir, si tout ça ne conclut pas, d'autres choses qui sont dans ce cas-là vraiment dans des centres spécialisés. Vous allez avoir des tests d'activation des basophiles. Et puis, des choses qu'on a mis en place, nous, récemment à l'hôpital Bichat, donc des tests de provocation chez des patients pour lesquels la consultation d'allergologie ne permet pas vraiment de conclure. Vous avez en fait quelque chose qui est très douteux. En fait, on peut proposer maintenant, il y a des équipes qui le font aussi en Nouvelle-Zélande, en Espagne, au Danemark, des tests de provocation au curare chez des patients vigiles en injectant jusqu'à 10% de la dose pour voir en fait, comme on le ferait pour les antibiotiques, si les patients font des réactions d'hypersensibilité. Donc après, en fonction, vous allez pouvoir conclure IgE, pas IgE, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. En conclusion, ce que je voulais dire, c'est que surtout, il faut privilégier la tracurium en ce qui concerne les curares. Lorsque vous savez pas et si vous dites je vais faire du rocuronium parce que mon chirurgien il a besoin d'une curarisation profonde, je pense que c'est pas un bon argument parce que nous le risque allergique qu'on fait prendre aux patients il est fois 10 et ça je pense qu'il faut vraiment le garder en tête et c'est vraiment un message important dans notre gestion de la curarisation en bloc opératoire. Le risque allergique il est identique en succinilméthonium versus rocuronium, donc si vous hésitez dans une séquence rapide, objectivement, ça va pas changer grand-chose. Donc, je dirais que si vous n'avez pas besoin de curarisation prolongée, faites du succinilméthonium, ça va éviter d'injecter un deuxième médicament derrière. Et si vous devez réinjecter un curare alors que vous n'avez pas fait la consultation d'allergologie, soit vous faites pas de curare, soit vous changez de classe, soit vraiment, si vous pouvez pas faire un traitement, vous faites plutôt du cisatracurium, mais vraiment en informant le patient, pour que le patient soit bien informé des risques. Ce qui concerne les antibiotiques, le risque d'allergie, il est réel, même s'il est finalement, il est réel, mais il est très faible. L'algorithme décisionnel reste à valider, même si je sais que de nombreuses équipes le font déjà. Et il faut rester vigilant sur les allergies à la céphalosporine, même si c'est pas parce que votre patient décrit une allergie à la pénicilline, qui est donc probablement fausse, qu'il aura une allergie croisée à la céphalosporine. C'est deux choses qu'il va falloir qu'il va falloir explorer dans les années à venir. Et enfin, comme je disais au début, les agents de contrastion restent un agent important, ce d'autant que leur utilisation est majeure. On voit dans tout aussi les procédures interventionnelles, quelles qu'elles soient en cardiologie. Et l'importance du délai de la réalisation du bilan allergologique est fondamentale, parce que si les explorations ne sont pas faites dans les bons délais, vous n'allez pas pouvoir avoir de conclusion et donc de gestion de votre stratification du risque pour des anesthésies ultérieures. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Aurélie pour cette présentation, très intéressante par sa forme, également parce qu'elle concerne un sujet qui est vraiment prégnant au bloc opératoire, et que ce soit en préopératoire, péropératoire ou post-opératoire. Donc on avait quelques questions déjà à te poser. Est-ce que
nous en a déjà un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux nous faire un petit résumé du point clé? Là, on a un médecin anesthésiste pendant la consultation ou alors à l'arrivée au bloc pour un patient en urgence. Le patient nous dit qu'il a une allergie à la pénicilline, mais qu'elle n'est pas bien étiquetée. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On en tient compte, on n'en tient pas compte, en l'absence de littérature apparemment solide. Comment doit-on se comporter? Alors, moi déjà, je lui pose les questions. C'est-à-dire que je lui demande, est-ce qu'il a repris du Clamoxyl ou de l'Augmentin depuis? Après, il faut savoir quel était le choc. Alors, c'est sûr, ça prend du temps dans votre consultation de faire ça. C'est quand est-ce qu'était la réaction, quelle molécule, est-ce que vous vous en souvenez, est-ce que vous avez été hospitalisé, est-ce que vous avez récidivé depuis? Et déjà, s'il arrive à répondre à toutes ces questions, c'est qu'il s'en souvient vraiment. La plupart, c'est j'ai fait une réaction quand j'étais petit, mes parents m'ont dit que. Voilà. Après, vous avez ceux qui disent ah non vraiment, je me souviens, j'étais pas bien, j'ai fait un malaise. Donc vous allez avoir un doute. Mais ceux pour lesquels il y en a plein déjà qui ont repris du Clamoxyl depuis, et ceux qui étaient très vieux, moi je leur fais de la céphazolite. Après, je suis un peu biaisée parce que du coup, on a également mis en place une consultation, une filière un peu dédiée pour ces patients-là, pour avoir un accès plus rapide à l'HDJ. Alors d'ailleurs, c'est plus de l'HDJ, c'est de la consultation d'allergologie pour les faire passer en priorité, pour avoir des rendez-vous sous les 10 jours. Parce que comme ça nous permet d'avoir une réponse très rapide. En fait, s'ils tolèrent bien les tests cutanés, comme ils leur font que 3 molécules, c'est plus rapide que des consultations d'HDJ où ils font tous les anesthésistes généraux, les hypnotiques, les curares. Ça, c'est très très long, ça prend quasiment une demi-journée. Alors que s'il n'y a que les antibiotiques, ça prend une demi-heure, une heure, ils le font en consultation. Donc voilà, moi, soit je leur fais la céphazolite, et sinon, si j'ai un doute, je les envoie en allergologie. Et en général, j'arrive à l'avoir dans les temps. Merci Aurélie. Une autre question alors à propos des curares, parce que là on voit qu'on a une utilisation du rocuronium qui est croissante au bloc opératoire, en tout cas à Rennes, mais je pense que c'est le cas un petit peu partout. Et pourtant, tu nous as donné des chiffres qui moi en tout cas m'ont surpris, qui sont peut-être pas si connus que ça dans la communauté anesthésique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Et puis qu'est-ce que tu conseillerais pour l'utilisation du rocuronium? Est-ce qu'on continue à l'utiliser largement? Est-ce qu'on le réserve à certaines situations? En fait, c'est ce que je disais, c'est que le rocuronium, nous, moi, ce que je recommande aux internes, c'est d'utiliser uniquement dans les inductions séquences rapides où il y a besoin d'une curarisation prolongée. S'il n'y a pas besoin d'une curarisation prolongée, je vais faire du succinylmétonine. Parce que comme ça, au moins, je ne fais pas une deuxième molécule derrière et j'expose pas le patient à un risque de curarisation prolongée. On l'utilise chez nous dans la chirurgie robotique. Ça, c'est protocolisé, c'est parce qu'on a besoin d'une curarisation profonde jusqu'à la fin, liée à la chirurgie robotique. Sinon, en fait, moi, je fais de la tracurium tout le temps. Donc, je pense qu'il y a un biais parce que le rocuronium est arrivé avec un antagoniste rapide qui permet, en fait, finalement, de pas trop réfléchir à ce qu'on fait. C'est pas très consensuel, ce que je vais dire, mais on n'a pas besoin, en fait, finalement, d'optimiser tellement la dose de curare qu'on va mettre. Les chirurgiens aussi ont commencé probablement à s'habituer au fait de travailler avec une curarisation très profonde jusqu'à la fin. Et donc, ce qui est vrai, c'est que c'est beaucoup plus confortable pour eux. C'est vrai, il y a des papiers qui montrent l'intérêt de la curarisation profonde, de la qualité pour les malades, de la faible incidence des complications dans ces conditions. Je pense qu'on ne parle pas de toutes les curarisations. On n'a pas besoin de la même curarisation probablement pour une hépatectomie cellio que pour une hernie inguinale cellio. Je pense qu'il y a des choses qui sont un peu différentes. Il n'y a pas de règle absolue. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, ce que je promeus, c'est de faire de la tracurium et de laisser la curarisation se lever progressivement et de réapprendre aux chirurgiens à travailler avec un début de décurarisation. Parce qu'en fait, on n'a plus besoin de réfléchir avec le rocuronium. Quel que soit le prix que ça coûte, parce que je pense que les gens ne réalisent pas bien le prix que ça coûte avec le Sugamadex. Ok, donc c'est un vaste programme, mais c'est intéressant en tout cas de se lever aussi cette problématique-là de la communication entre anesthésie et chirurgie. C'est un sujet riche à creuser. Est-ce que si tu avais un message à donner pour les 3 grandes phases pendant lesquelles on peut être confronté à l'allergie ou au choc, donc en préopératoire quand on détecte une allergie ou que le patient nous en parle, en péropératoire quand le choc arrive, et puis en post-opératoire, les conduites à tenir. Donc tu en as parlé, mais peut-être les messages clés de ces 3 étapes.
En pré-op, il y a, à part l'interrogatoire du patient et récupérer les feuilles d'anesthésie antérieure, c'est difficile de faire plus que ça. C'est pas possible d'envoyer tous les patients malades. S'ils ont pris de la folcodine dans l'année précédente, vous n'allez pas leur doser des anticorps non plus parce que la part valeur prédictive, elle est très mauvaise. Donc, en fait, vous n'allez pas trop savoir quoi en faire. Vous pouvez avoir une sensibilisation sans avoir de répercussions. Ça va être compliqué. Donc, à part chez des patients qui ont fait des réactions, une vraie stratification du risque en amont avec vos référents allergo sur site, c'est difficile de faire plus que ça à mon avis. Au moment du choc, il faut appeler au secours comme à chaque fois quand on a des situations comme ça. Dans les autres choses importantes, c'est la capnie. Donc on a vraiment des papiers qui montrent en fait l'importance de l'élévation de la capnie, mais d'ailleurs dans toutes les réactions aiguës périopératoires. C'est un vrai marqueur de débit cardiaque et d'altération en fait hémodynamique profonde. Si c'est inférieur à 20, c'est très très inquiétant. On avait fait une étude sur ça suite à la cohorte parisienne entre 2012 et 2016. Et donc vraiment appeler au secours, avoir le bilan allergologique le plus rapide possible et ne pas hésiter à faire de l'adrénaline. Il y a un vrai frein à l'adrénaline qui est lié au fait qu'on a peur des effets indésirables, alors que jusqu'à présent, c'est le seul médicament qui est recommandé, même si encore une fois, ça se passe, il n'y a pas d'études cliniques randomisées en double aveugle pour l'adrénaline. Mais on voit qu'il y a aussi, plus il y a un retard à l'adrénaline, et ça c'est prouvé notamment toutes les allergies alimentaires qui arrivent aux urgences, plus ça va conditionner le pronostic derrière. Donc, au moindre doute, faites de l'adrénaline. C'est un peu surtout si la capnie est effondrée, il y a assez peu d'événements précoces à l'induction qui soient autres que l'anaphylaxie, à part l'EP massive ou l'infarctus massif. Il y en a quand même assez peu qui vont entraîner des chutes, des hypocapnies majeures. Et la troisième étape, je me souviens plus. En post-opératoire, quand il y a eu un choc au bloc opératoire, là, voilà, le message fort en post-opératoire, la traçabilité, le prévenir le patient, peut-être, je sais pas. Alors, prévenir le patient, prendre le rendez-vous en consultation d'allergologie et faire la déclaration à la pharmacovigilance. Donc, chaque centre a ses circuits différents. Surtout, il faut prévenir le patient et puis être sûr que la tryptase à 12 heures soit bien prélevée, parce que vous pouvez pas analyser la tryptase à 30 minutes et à 2 heures si vous n'avez pas la tryptase de base. Et puis surtout aller à la consultation d'allergologie. Et ça, il faut insister auprès des patients, parce qu'il y a plein de patients qui vont pas en consultation d'allergologie. Et finalement, après, on les voit en consultation d'anesthésie. Ils sont opérés, je sais pas, pour cancer 2 semaines plus tard. Et en fait, ils n'ont jamais été voir d'allergologue. Alors ça marche. En fait, c'est très très fréquent chez les femmes enceintes surtout. Alors j'ai fait une réaction et vous la retrouvez enceinte. Et là, vous allez être embêté parce que vous pouvez pas lui faire d'exploration tant qu'elle est enceinte. Et donc vraiment insister auprès des patients sur l'importance de réaliser le bilan allergologique. Merci Aurélie. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter avant qu'on conclue cette entrevue? Non, alors, une question qu'on me pose souvent, c'est celle. Dans le chat, Ludovic. Il y a des questions dans le chat. Je vais regarder. Juste ce que je voulais dire, c'est sur le Sugamadex. C'est que souvent, en général, on me pose la question sur le rôle du Sugamadex sur les réactions au rocuronium. Donc en fait, ça c'est pas prouvé. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont essayé et ça n'a pas marché et qui l'ont pas publié. Donc il y a quelques cas cliniques qui disent que ça a marché. Savoir est-ce que ça a vraiment marché ou pas, c'est difficile. Et donc j'ai participé à une thèse qui n'est pas encore publiée mais qui va être publiée avec une étude rétrospective, parce que c'est difficile de faire autrement. Sur environ 60 cas, 30 avaient reçu du Sugamadex, 30 ne l'avaient pas reçu. Et clairement, dans ce travail de thèse, ça a aucun effet sur le pronostic des malades après la réaction et sur les doses d'adrénaline, etc. Donc, je pense qu'il faut être assez prudent sur le Sugamadex dans le rôle de traitement des réactions rocurrentes. Il y a un intérêt à des explorations allergologiques en cas d'une réaction allergique grade 1 à l'hôpital. Alors oui, donc dans la cohorte qu'on a fait, donc c'était de 2012 à 2016 sur 86 patients qui ont fait des réactions d'hypersensibilité au curare en région Île-de-France. En fait, il y a des vrais patients
qui ont fait des grades 1, uniquement des grades 1 sans aucune réaction autre que cutanée et qui avaient des vrais chocs IgE. Donc, c'est pas parce que vous avez un mécanisme léger. En fait, ce qu'on dit en général quand on fait des protocoles, c'est toute suspicion clinique. Il y a des patients sur lesquels on va avoir une suspicion clinique et d'autres pour lesquels on aura moins d'inquiétude. Et il y a énormément de facteurs qui vont rentrer en cause sur le phénotype de la réaction. Si vous sortez d'une gastro-entérite, si vous êtes en phase de chaleur et vous êtes déshydraté, finalement, la moindre dégranulation va pas entraîner les mêmes réactions que si vous êtes, en tout cas sur le plan volémique, normovolémique. Et donc, il y a énormément de paramètres que nous, anesthésistes, on va pas contrôler, qui vont faire que ce jour-là, vous allez faire un grade 1, mais peut-être que si vous l'aviez fait 3 jours plus tard, quand il était 30 degrés, vous auriez fait un grade 3. Donc, c'est vraiment la présomption de suspicion clinique qui compte. Et si le médecin en charge, le praticien en charge l'IAD à une quelconque suspicion, je pense qu'il faut le faire. Il vaut mieux le faire que ne pas le faire, parce que vous pouvez ensuite passer à côté de quelque chose qui sera ensuite préjudiciable pour votre patient si vous le diagnostiquez pas. Donc oui, il y a un intérêt. Merci Aurélie pour toutes ces réponses. Donc on va clore ce webinaire. Donc je vous rappelle que ce lundi rare, il sera disponible dans le courant de la semaine à peu près en replay sur le site du rare, ra2re.bzh, sur la chaîne YouTube également du groupe. Je vous donne rendez-vous le 5 décembre prochain à 18h. Donc ce sera pour le prochain lundi du rare. Nous accueillerons le docteur Jean-Noël Evin, qui est médecin au CHU de Grenoble et qui nous parlera cette fois de pédagogie, l'intérêt de la simulation dans l'enseignement des compétences non techniques en anesthésie et réanimation. C'est un sujet également très intéressant. Je vous remercie pour votre présence et puis je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Merci. Moi, je remercie beaucoup Aurélie et tous ceux qui étaient là. Vous avez eu la chance quand même d'avoir une experte sur l'allergie en anesthésie qui a pu répondre à vos questions. Donc, merci beaucoup Aurélie. Merci Hélène pour l'invitation et puis merci à tous d'avoir été présents.